On va maintenant faire une étude des réactions en solution aqueuse et pour cela on va commencer par faire une petite introduction. Ce chapitre va en gros nous servir d'introduction parce qu'ensuite on aura l'occasion de voir parmi les réactions en solution aqueuse les acides et les bases, les complexes, les réactions d'oxydoréduction et quelques autres réactions que nous aurons l'occasion de développer ensemble. Je vous propose donc de démarrer par quelques rappels sur le solvant eau. Qu'est-ce que c'est l'eau en définitive? Eh bien, on peut commencer par parler de la géométrie de la molécule d'eau. La molécule d'eau, c'est une molécule qui, en mode Gillespie, est de type AX2E2 avec un angle de liaison qui est de 104,5 degrés et des longueurs de liaison entre O et H de 100 picomètres. C'est une molécule très polarisée, je vous donne son moment dipolaire, 1,87 de Baye, c'est extrêmement important. En fait, la molécule d'eau peut être présentée comme ceci, en représentation de Lewis. Vous voyez que comme l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, on va pouvoir dire que les H qui seront porteurs de charge delta+, constitueront le pôle électrophile de la molécule d'eau, c'est-à-dire qu'ils vont être attirés par les charges négatives, et que, en contrepartie, l'oxygène de la molécule d'eau va constituer le pôle nucléophile. Vous voyez qu'elle porte une charge négative relativement conséquente et donc elle sera attirée par les parties chargées positivement des autres molécules. Eh bien, ceci explique que l'eau peut former des liaisons hydrogènes à l'intérieur de la molécule, entre molécules d'eau. On pourra avoir des liaisons hydrogènes très fortes, mais ceci est responsable, ou ceci explique la température d'ébullition élevée pour une molécule aussi légère que la molécule d'eau. Voilà comment se présentent les liaisons hydrogènes, vous voyez, entre le O d'une molécule et le H d'une autre molécule, s'établit une liaison qui est très énergétique pour des liaisons intermoléculaires, bien entendu. On va maintenant s'intéresser à ce qu'il se passe lorsqu'on met un composé ionique dans l'eau. Alors, un composé ionique, c'est généralement un sel. Alors, je vous ai évoqué la possibilité d'avoir le sel AB, qui serait un cation A+, et un anion B-, ou bien le sel XY2, dans lequel le cation serait X2+, et on aurait bien entendu 2Y- pour faire que la stoichiométrie et la charge soient respectées. Et en fait, ces sels se présentent, si vous avez étudié les sels à l'état solide, eh bien on sait qu'un sel se présente sous forme d'un arrangement régulier dans lequel chaque cation va s'entourer d'un maximum d'anions et bien entendu, chaque anion va s'entourer d'un maximum de cations. En fait, la rigidité du réseau ionique ainsi constitué est due aux attractions électrostatiques, essentiellement des attractions électrostatiques entre les anions et les cations. Bien entendu, les cations qui sont moins proches les uns des autres se repoussent, mais plus faiblement qu'il n'y a d'attraction entre les anions et les cations. De la même manière, les cations se repoussent, mais les répulsions sont beaucoup moins importantes que les attractions. Ainsi, on peut faire un bilan, dire que les forces qui assurent la cohésion du sel sont beaucoup plus importantes que celles qui tendraient à séparer les ions. Et en fait, l'intensité de la force qui attire comme ceci les anions et les cations est de la forme F égale 1 sur 4 pi epsilon, QQ' sur R carré, dans laquelle Q et Q' sont les charges des ions, R la distance entre eux, et epsilon c'est la permittivité du milieu dans lequel se trouve le sel. Et en fait, ce que l'on sait, c'est que le epsilon de l'air, la permittivité de l'air, est bien plus faible que la permittivité de l'eau. Vous voyez que si epsilon augmente, la force qui unit les ions va diminuer. Et ainsi, lorsqu'on va passer de l'air à l'eau, on va avoir des forces d'attraction qui vont
diminuer de manière significative. On peut conclure ceci en disant que dans l'eau, le réseau ionique retient moins bien ces ions qu'il ne le fait dans l'air. On peut également préciser que lorsque les ions quittent le réseau ionique, c'est-à-dire lorsqu'ils passent en solution dans l'eau, ils vont être soumis au phénomène de solvatation. Le phénomène de solvatation, on peut l'expliquer, j'ai pris le cas du sel AB, A plus B-, eh bien nous avons A plus qui va être solvaté, c'est-à-dire voir autour de lui un certain nombre de molécules d'eau qui va apporter, chaque molécule va apporter sa partie nucléophile pour interagir avec le cation, et ainsi la conséquence, ça va être une dispersion de la charge positive entre le A+ et les différentes molécules d'eau qui participent à la solvatation. J'ai mis ici 3 molécules d'eau, il peut y en avoir 4, 6, le nombre est ici totalement arbitraire, c'est juste pour illustrer le fait que c'est la partie nucléophile de la molécule d'eau qui va solvater les cations, comme je vous le laissais présager auparavant. Si maintenant on s'intéresse à l'anion, eh bien sans surprise, ça va être la partie électrophile de la molécule d'eau. Vous voyez, je n'ai représenté que les oxygènes, que les hydrogènes. Je n'ai pas du tout mis les atomes d'oxygène, mais au bout de chaque liaison, il y a bien entendu un groupement OH, c'est-à-dire un atome d'oxygène et un autre atome d'hydrogène lié à cet atome d'oxygène. Ici, de la même manière, la conséquence de ceci, ça va être que la charge négative initialement ponctuelle portée par le seul anion B- va être dispersée sur les 4 molécules. J'ai mis ici 4 molécules d'eau, il peut y en avoir plus ou moins, qui vont participer à la solvatation de cet anion. Donc, ceci étant, on a une belle dispersion, une dispersion très importante de la charge moins, et donc une stabilisation de cette charge moins. Donc, tout cela explique que dans l'eau, les sels seront relativement solubles et surtout que lorsqu'on va dissoudre un sel dans l'eau, il va intégralement se dissocier. Tout ce qui est dissous est dissocié. Il n'existe pas, par exemple, de NaCl sel dans l'eau. Du NaCl soluté, on a du Na+ et du Cl-, mais pas du NaCl dissous dans l'eau sous la forme NaCl. Et bien entendu, ce qui est vrai pour NaCl est vrai pour tous les autres sels. On va maintenant s'intéresser également à ce qu'il se passe lorsqu'on a des composés ionisables. Alors, c'est quoi un composé ionisable? C'est un composé dans lequel on a des liaisons qui sont déjà très polarisées et qui finalement ne demandent qu'à se casser pour former des ions. Eh bien, l'eau, dont on a vu qu'elle possède un très grand moment dipolaire, possède également une grande constante diélectrique. Une constante diélectrique est très élevée pour les solvants qui sont dissociants, c'est-à-dire les solvants capables de casser des liaisons polarisées. Donc l'eau, grande constante diélectrique, grand moment dipolaire, elle va être très dissociante. Et ainsi, donc, dans l'eau, les molécules qui ont des liaisons très polarisées vont, à l'état gazeux, vont pouvoir voir leur liaison cassée. Je vous propose 2 exemples. HCl qui à l'état gazeux présente un fort delta+ sur le H, un fort delta- sur le Cl, eh bien lorsqu'on va le mettre dans l'eau, ça va nous donner H+ plus Cl-. Alors ici j'ai écrit la réaction minimaliste. En réalité, comme on l'a vu dans la diapo précédente, les ions sont solvatés. Alors on peut l'écrire sous la forme HCl donne H+ AQ pour en solution dans l'eau, pour aqueux, l'adjectif bien connu, mais donc pour Cl- également.
mais je voudrais vous indiquer que le plus souvent, on n'écrit pas H plus aqueux, mais on écrit H3 ou plus. À peu près tous les bouquins que vous allez pouvoir rencontrer ne mettront pas H plus aqueux, mais mettront H3 ou plus. On va maintenant s'intéresser à un autre paramètre, c'est la prévision de solubilité des composés. Quand est-ce qu'on peut prévoir qu'un composé va être soluble dans l'eau? Eh bien, pour cela, on va commencer par regarder, par rappeler les caractéristiques de l'eau. Donc, je vous dis, il est possible de prévoir si un composé est ou non soluble dans l'eau, puisqu'on sait que l'eau est un solvant très polaire et que par ailleurs, l'eau peut former des liaisons hydrogènes. Ces deux caractéristiques vont conduire à définir le soluté type, c'est-à-dire le composé dont on peut prévoir qu'il va être soluble dans l'eau. Eh bien, quels sont les types de composés qui vont présenter cette solubilité forte dans l'eau? C'est tous ceux qui présentent au moins l'une ou l'autre de ces deux caractéristiques. C'est-à-dire que s'ils sont soit très polarisés, soit pouvant donner des liaisons hydrogènes, alors ils seront solubles dans l'eau. S'ils ne présentent aucune de ces deux caractéristiques, eh bien ils ne seront que très peu solubles dans l'eau. Je vous propose d'imaginer l'acétone, CH3COCH3, qui est une molécule très polaire. Eh bien elle est très soluble dans l'eau, elle est bien soluble dans l'eau. Mais si on prend le glucose, c'est une chaîne carbonée avec des OH en nombre de 6. Donc, on a des groupements OH dans la molécule. Vous voyez qu'avec la molécule d'eau, la molécule de glucose pourra former des liaisons hydrogènes. Et donc, le glucose sera aussi très soluble dans l'eau, comme vous le savez tous. En revanche, si on prend une molécule telle que CCl4 ou une molécule telle que O2, elles ne sont ni l'une ni l'autre polaires, donc la caractéristique molécule polaire ne convient pas. Et par ailleurs, on sait qu'il n'y a pas de charge suffisante ni sur CCl4 ni sur O2, encore moins sur O2, pour pouvoir donner des liaisons hydrogènes avec les OH de l'eau. Donc, ces deux molécules-là seront très peu solubles dans l'eau. On va maintenant rappeler ce qu'est le phénomène d'autoprotolyse de l'eau. L'autoprotolyse de l'eau, en fait, pour l'établir, on l'a établi en faisant une étude conductimétrique de l'eau pure, et on a constaté au départ, peut-être de façon surprenante, que l'eau pure conduit le courant. Dire qu'elle conduit le courant, ça veut dire qu'elle possède des ions. Or, dans l'eau, le seul moyen d'imaginer des ions, c'est la rupture des molécules d'eau au cours du phénomène qu'on appelle autoprotolyse de l'eau ou autodissociation de l'eau. Donc là, je vous la présente sous la forme autoprotolyse, c'est-à-dire qu'on prend deux molécules d'eau, une molécule d'eau qui va libérer un H+, pour devenir HO- ou OH-, et une qui va fixer un H+, pour devenir H3O+. Cette réaction est une réaction équilibrée avec une constante très petite, puisque à 25 degrés C, la constante de cet équilibre vaut 10 puissance moins 14. Mais cette réaction est donc responsable de la présence dans l'eau pure d'ions H3O+, et d'ions OH-, et donc responsable du fait que l'eau pure conduit très faiblement, il faut bien en convenir, mais conduit le courant électrique. On va maintenant faire un rappel rapide sur les réactions équilibrées en solution. Si on a des composés A, B, C et D qui donnent lieu à l'équilibre que je vous ai mentionné, la constante d'équilibre, si A, B, C et D sont des solutés, c'est-à-dire des composés en solution, bien la constante d'équilibre prendra cette forme-là, les concentrations de chaque composé avec son exposant, les produits en haut, les réactifs en bas. Ça, si tous les composés sont solubles. On a également la possibilité que, par exemple, le composé D ne soit pas soluble. Alors, si le composé D n'est pas soluble,
la concentration en D n'a pas de signification et n'apparaîtra donc pas dans l'expression de la constante d'équilibre, l'activité du composé D qui va être à ce moment-là un solide ou un liquide en contact avec la solution, va avoir une activité de 1. C'est la raison pour laquelle, bien entendu, il n'apparaît pas dans l'expression de la constante. Ça, c'est le cas où D est insoluble. Mais on peut aussi imaginer que D soit le solvant. À ce moment-là, si D est le solvant, il est extrêmement abondant. La signification de la concentration en solvant devient un petit peu ironique, disons, et donc, effectivement, on dit si D est le solvant, alors on considère son activité comme égale à 1, l'activité du composé D, et donc il n'apparaît pas dans l'expression de la constante d'équilibre. On va également voir qu'on peut modifier la position d'un équilibre. Ce que je vous dis, c'est que K varie avec la température. On va dire que K augmente avec la température si la réaction est endothermique, c'est-à-dire si la réaction consomme de la chaleur lorsqu'elle se déroule, eh bien le K va augmenter quand la température va augmenter. Si au contraire la réaction se déroule en dégageant de l'énergie, c'est-à-dire que la réaction est exothermique, alors la constante d'équilibre diminuera quand la température augmentera. L'addition d'un composé qui participe à l'équilibre, eh bien on va dire que cette addition déplace celui-ci dans le sens de la consommation du produit ajouté s'il est soluble. Donc effectivement, si un produit est soluble, si je rajoute, je suis à l'équilibre avec la réaction qui est au-dessus. Si je rajoute du C, je vais provoquer la réaction qui consomme du C, c'est-à-dire que je vais déplacer la réaction dans le sens de la droite vers la gauche, c'est-à-dire vers A et B. Et en revanche, si je rajoute du B, eh bien je vais déplacer la réaction dans le sens de la formation de C et D. Bien entendu, si l'un des composés est insoluble, dans l'exemple que je vous ai pris précédemment, le composé D étant insoluble, il n'apparaît pas dans la constante d'équilibre, donc on rajoute du D ne va en rien modifier, déplacer l'équilibre. Enfin, d'une manière générale, on dira que les déplacements d'équilibre obéissent au principe de modération, encore appelé principe de Le Chatelier. Ceci, j'ai fait un petit chapitre dans lequel je développe cette approche du principe de Le Chatelier. C'est les réactions équilibrées. Le titre du chapitre, je crois que c'est les réactions équilibrées. Mais si vous regardez les cours les éléments, les documents que j'ai mis à disposition, vous allez trouver ceci. On va maintenant parler très rapidement du cas où plusieurs équilibres coexistent. En fait, lorsqu'on a plusieurs équilibres, on va avoir deux situations possibles. La première, c'est que chaque équilibre met en œuvre des composés distincts. Alors, il est possible à ce moment-là de les étudier séparément et on peut dire que l'ordre de traitement de ces deux équilibres est totalement indifférent. En fait, tout se passe, donc ce que je vous ai mentionné ici, les composés A, B, C et D sont en équilibre, les composés X, Y, Z et T sont également en équilibre, et bien les deux constantes que je vous ai mentionnées ici permettront de déterminer l'équilibre pour la réaction que j'ai appelée 1 et l'équilibre pour la réaction que j'ai appelée 2 si on a un minimum d'éléments bien entendu. Tout se passe en définitive comme s'il y avait deux enceintes, chacune ayant une avec les composés A, B, C et D, l'autre avec les composés X, Y, Z et T. Mais un cas est un peu plus compliqué, c'est celui où on a au moins un composé qui est commun aux deux équilibres. À ce moment-là, il faut déterminer l'équilibre qui peut potentiellement consommer le plus de composés communs. Par exemple, si j'écris ces deux réactions, les deux mêmes que précédemment, pas tout à fait les deux mêmes, puisque cette fois-ci j'ai du A dans la deuxième réaction à la place du Y, à ce moment-là, les constantes, je les ai, et
on va voir s'il est possible de traiter successivement les deux équilibres et dans quel ordre il faut alors les traiter, ou si les deux équilibres doivent être traités séparément, simultanément, pardon. Eh bien, si on le dit comme ça va vous sembler relativement compliqué, et donc on va quand même essayer de simplifier ce calcul en remarquant que certaines constantes sont assez grandes pour pouvoir considérer que les réactions auxquelles elles s'appliquent sont pratiquement totales. Et donc ce sont des équilibres, mais des équilibres extrêmement déplacés vers la droite. D'autres constantes, à l'inverse, vont être suffisamment petites pour dire qu'elles ne consomment pratiquement pas de réactifs. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que les réactifs vont être essentiellement présents et les produits très très peu présents. Et donc, pour des équilibres qui présentent des constantes même format, eh bien là, c'est assez simple. C'est celui qui présente la plus grande valeur de K qui est à traiter en premier. On est bien d'accord que le même format, c'est-à-dire, par exemple, deux constantes dans lesquelles on a des concentrations au carré quand on a fini d'exprimer la constante, ou des concentrations à la puissance 1 ou à la puissance 3, mais que les deux équilibres, que les deux constantes présentent des concentrations ayant le même exposant en composé. Alors tout ça, lorsque vous allez étudier des équilibres en phase gaz ou autre, ça va être relativement compliqué. Mais quand on va s'intéresser aux équilibres en solution aqueuse, eh bien, on s'est retrouvé à proposer un formalisme qui porte le nom de méthode de la réaction prépondérante. La méthode de la réaction prépondérante va systématiquement pouvoir s'appliquer lorsqu'on va étudier des réactions en solution aqueuse. Et je vous propose donc de vous présenter la méthode de la réaction prépondérante. Alors, la réaction prépondérante, quand elle existe, elle va imposer la composition du milieu à l'équilibre. Et les autres réactions vont s'adapter aux conditions que cette réaction prépondérante a créées. Je vous propose maintenant de voir une démarche complète et pour l'instant générale de la méthode d'utilisation de la méthode de la réaction prépondérante. On est bien d'accord, c'est une approche tout à fait générale que je vous mentionne parce qu'ensuite, lorsqu'on passera par exemple à l'étude des acides et des bases, ou quand on passera à l'étude des complexes, ou quand on passera aux réactions d'oxydoréduction, ou de solubilisation, eh bien cette méthode à chaque fois sera employée, donc il n'est pas mauvais d'avoir la démarche générale. Alors la première étape, systématiquement, ça il faudra toujours le faire, c'est de chercher la solution initiale équivalente. C'est quoi la solution initiale équivalente? Eh bien c'est le recensement de toutes les espèces introduites, mais sans écrire de réactions autres que les réactions totales. On a certains composés, lorsqu'on les introduit dans l'eau, ils vont donner lieu à une réaction totale. Par exemple, la solubilisation d'un sel donne lieu à la dissociation de ce sel. Cette réaction est totale. Donc, si au départ, on nous dit on a mis du chlorure de sodium, eh bien, je ne vais pas dire que dans la solution initiale équivalente, il y a du chlorure de sodium, mais je dirais il y a du Na+, et du Cl-. De la même manière, si j'ai mis du HCl dans l'eau, la réaction de HCl dans l'eau peut être considérée comme totale, donc je n'aurai pas du HCl aqueux, mais j'aurai du H3O+, et du Cl-. Voilà donc, autrement, si je mets de l'acide éthanoïque, par exemple, qui est un acide faible, eh bien je mettrai l'acide éthanoïque et je ne mettrai pas sa base conjuguée, comme on aura l'occasion de le voir par la suite. Et donc, ce que je vous dis, c'est que pour qu'une réaction
soit considérée comme quasi totale, il faut qu'elle consomme au moins 90% de l'un des réactifs. Alors, dans les milieux acides ou basiques, vous êtes tenté de me dire, je sais que l'eau pure contient des ions H3O+, et OH- en faible quantité, mais en contient. Eh bien, dans la méthode à réaction prépondérante, on ne va pas écrire la présence de H3O+, et de OH- provenant de l'autoprotolyse de l'eau ou de l'autodissociation de l'eau. En fait, pour l'instant, on va dire l'eau, c'est H2O, point. Et en fait, ce que je vous propose d'imaginer, c'est pas forcément très simple, mais c'est comme ça qu'il va falloir fonctionner, c'est d'oublier toute chronologie. Dans l'étude du milieu, on sait bien, on est bien d'accord, on sait que quand on a de l'eau, avant d'y mettre quoi que ce soit, on a quelques ions H3O+, des petites quantités d'ions H3O+, et d'ions OH-. Eh bien, ça, on l'oublie, on n'a que de l'eau, et donc les espèces qui existent pour de vrai, on les oublie parce qu'elles sont obtenues à partir d'une réaction qui n'est pas une réaction totale. Donc ici, il faudra bien penser à cette chronologie qui n'est pas réelle, historique, mais qui est virtuelle. Une fois qu'on a écrit la solution initiale équivalente, c'est-à-dire qu'on a recensé toutes les espèces présentes avec les restrictions que je vous ai données, on recherche parmi les composés présents dans cette SIE ceux qui vont donner la réaction la plus importante, et c'est cette réaction qu'on désignera par réaction prépondérante. Attention, vous voyez, je vous ai mis en rouge que la plus grande constante ne signifie pas forcément la réaction la plus importante. Il faut tenir compte de la forme mathématique de la constante. Et ceci, lorsqu'on va passer aux réactions en solution aqueuse, eh bien, on verra ceci au cas par cas. Pour l'instant, retenons juste que on ne déduit pas la réaction prépondérante de la seule comparaison des constantes. En fait, il faut aussi tenir compte de la forme mathématique de l'expression de ces constantes. Ensuite, eh bien, on écrit la réaction prépondérante, on écrit l'effet que produit cette réaction prépondérante dans le milieu, à la condition bien sûr que la réaction soit unique. S'il y en a plusieurs qui se déroulent en parallèle, eh bien on les mentionne toutes en parallèle, et à partir de là, deux cas se présentent. La réaction prépondérante est partielle, ce qui revient à dire qu'elle ne consomme pas tous les réactifs qu'elle met en œuvre, mais elle donne lieu à un équilibre entre les réactifs et les produits obtenus. Et bien à ce moment-là, on va étudier, à partir de la situation qui a été créée par la réaction prépondérante, on va étudier la deuxième réaction en importance, deuxième réaction qui, comme la réaction prépondérante, sera établie sur la base des constantes d'équilibre de cette réaction, et on verra si cette réaction secondaire principale, RSP, peut ou non modifier le milieu de façon significative. Et donc, si la RP est totale, alors en fait je produis une nouvelle solution initiale équivalente dans laquelle je vais, comme dans l'étape 2, rechercher la RP dans cette nouvelle SIE, une nouvelle réaction prépondérante dans cette nouvelle solution initiale équivalente. S'il y a plusieurs réactions d'importance analogue et qui impliquent des composés communs, on doit traiter ces multiples RP en parallèle. Ce que je vous dis, c'est que cette méthode ne contredit pas les principes fondamentaux tels que la conservation de la matière, l'électroneutralité de la solution, mais en fait, ces principes généraux sont pris en compte dans les bilans de matière que l'on écrit sous les réactions. Je vous prends un exemple, je mets l'acide faible AH dans l'eau, il donne lieu à une réaction équilibrée qui me conduit à A- et H3O+. Vous voyez, j'ai mis une petite astérisque sur le H3O+, parce que
Donc ici, je vous rappelle que je suppose que les H3O+, qui proviennent de l'autodissociation de l'eau ne préexistent pas dans la solution initiale équivalente. Ils vont apparaître au cours des réactions qui vont se dérouler ensuite. Donc ici, eh bien, j'ai ceci. À T d'équilibre, je vais avoir C0-X pour H. Je vais avoir X pour A- et X pour H3O+. Vous voyez que ici, C0, c'est AH plus A-. Effectivement, le AH initialement introduit, il se retrouve soit sous la forme de AH qui n'a pas réagi, soit sous la forme de A- après avoir libéré un proton. Eh bien, on peut vérifier que l'on a bien conservation de cette espèce-là, puisque C0-X pour AH, X pour A-, ça nous fait bien C0, comme vous le voyez. Et une fois qu'on a écrit ceci, alors je vais écrire la réaction secondaire principale. Vous voyez que je n'ai pas pris beaucoup de choses, donc tout ce que je vais pouvoir mentionner maintenant, c'est le deuxième acide. Le premier acide, c'était AH. Le deuxième acide, ça va être H2O. Donc j'écris la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Vous voyez que à ce moment-là, la différence avec la réaction d'en haut, c'est que là, j'ai mis X pour H3O+, parce que la réaction prépondérante m'a créé du H3O+, à la concentration de X mol par litre. Et je mets toujours 0 pour OH-, qui va donc être fabriqué au cours de cette réaction secondaire principale. Vous voyez que vous avez ici H3O+, quand on sera à l'équilibre, qui fait X plus epsilon, epsilon en mol par litre, bien entendu, comme X, et OH- va avoir la concentration epsilon mol par litre. Et donc, ici, vous voyez que on a en termes de cation, eh bien, j'ai X plus epsilon, et en termes d'anion, H3O+, et en termes d'anion, j'ai A-, X, et OH- epsilon. Donc j'ai bien conservation de la charge électrique ou électroneutralité du système, comme vous pouvez le vérifier. Donc ici, la concentration en H3O+ égale la concentration en A- plus la concentration en OH-, électroneutralité de la solution vérifiée. Ce que je vous dis encore, c'est que il est clair que dans un premier temps, passer à la méthode de la réaction prépondérante, qui suppose donc de chambouler la chronologie. La chronologie n'est pas la chronologie historique, mais une chronologie logique, c'est-à-dire que on écrit d'abord les réactions qui modifient, qui perturbent le plus le milieu, et à ces réactions qui perturbent le plus le milieu, modifie le plus le milieu, on rajoute progressivement les autres réactions que l'on adapte à la situation qui a été créée par la réaction prépondérante. Et donc ce que je vous dis ici, c'est que la méthode qui chamboule la chronologie est juste. Et en fait, pourquoi on fait ce chamboulement de la chronologie? C'est tout simplement parce que les calculs que l'on peut réaliser sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre.